Je m'appelle Victor, c'est mon prénom, Cova Correa. Cova Correa, je suis né au Venezuela. Je suis en France depuis 1995. Je suis conteur et réalisateur. Je raconte des contes pour des gens de tout âge. C'est dans la veine de la tradition orale. Je suis allé collecter des histoires. Et très- j'aime bien dire que je construis des récits. Donc peu importe le média, je raconte des histoires en fait. Et donc j'ai réalisé 2 petits courts-métrages et j'ai d'autres projets en cours, dont un long en animation. Et ces courts-métrages sont souvent traités au début comme un conte aussi. Ça a été une longue écriture d'histoire d'abord, des contes. C'était d'abord littéraire. C'était un conte littéraire, c'était pour être écrit, c'était des mendiants. Ça a eu une longue évolution des années. 15 ans peut-être, je l'écrivais, je le réécrivais, ça s'est retravaillé. Et c'est une histoire où il y avait un mélange entre mes soucis, c'est des choses très personnelles sur la maltraitance infantile, des choses qui se passent chez moi. Je suis donc vénézuélien, et comment on traite les enfants, mais aussi comment on traite les femmes dans ces pays, quels sont les droits qu'on a, qui sont dits mais qui ne sont pas respectés. Et il y avait une grosse souffrance sur le non-dire, non et le ne pas faire. J'entendais des cris, des pleurs, j'étais petit, j'entendais des gens qui se faisaient battre. Moi-même, je courais pour échapper à des ceintures. et, et je ne voyais que personne ne faisait rien. La trame, l'argument de ces courts-métrages, je l'ai vécu petit en quelque sorte parce que j'entendais l'ouvrier de la ferme où j'habitais frapper sa femme. Et moi j'étais seul à la maison, toute la montagne, parce que c'était une montagne entendée, j'étais dans la cordillère des Andes. D'ailleurs, le film a été tourné à l'endroit dont je parle en ce moment. Et dans cette maison où ça s'est passé, pas parce que c'était le lieu que j'avais à disposition, pas parce que j'ai cherché à le faire au même endroit. Mais à cet endroit-là, j'ai entendu des gens se faire battre et dans l'impuissance de rien pouvoir faire. Et dans le désespoir de voir que les adultes banalisaient les choses, même ceux qui subissaient. C'est encore une souffrance pour moi, quoi. C'est quelque chose qui m'attriste, qui m'énerve, que je travaille avec un psy, voilà. Mais voilà, il fallait que j'en parle. Et c'était parti d'une histoire d'amour aussi, d'amour paternel, de filiation entre mon grand-père et moi. Mon grand-père, c'était comme mon père, c'est lui qui m'a... Et donc cette histoire a changé peu à peu. C'est d'abord un petit enfant avec un grand-père mendiant, et c'est devenu peu à peu une fille, et un père sans emploi. Et c'est un peu la transition de la littérature au cinéma qui a fait qui a amené aussi ces changements. Qu'est-ce qui passait mieux à la caméra, qu'est-ce que je sentais le plus en réécrivant, c'est devenu ça. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, ya llegué! ¡Epa, mi princesa! Y por fin llegaste. Et puis il y a aussi l'histoire de l'abus d'autorité qui s'est mêlée, beaucoup. Un peu comme une métaphore de ce qui se passe, mais c'était quasiment involontaire. Aujourd'hui au Venezuela, il y a une grosse crise des pouvoirs politiques, c'est-à-dire qui commande et comment on y respecte et comment on viole les droits des citoyens quand on a un uniforme, et c'est encore plus banal que dans le film. Alors je suis allé là-bas tourner parce que c'était complètement autoproduit. Et j'avais des amis qui avaient du matériel, qui étaient un peu des MacGyver du cinéma, qui arrivaient à faire un stabilisateur pour la caméra, qu'on a fait avec un volant de vélo et des tiges, tout ça, et c'était parfait. On a fait une boule de lumière avec une grosse lampe. On avait un travelling improvisé,
fait avec des tubes de PVC. C'était les plans B qu'on a dans les pays comme le mien, comme au Venezuela, pour pouvoir tourner quand on n'a pas d'argent. Donc il y avait des gens qui avaient tout ce matériel-là. Et j'avais des contacts. Il y avait une école des comédiens toute fraîchement fondée. Donc j'avais tous ces comédiens, tous ces gens-là. Il y avait les profs qui étaient des amis qui sont venus tourner avec moi. Un des profs était mon assistant, un réalisateur. Et j'avais une formation de montage vidéo, un Vid Media Composer. Donc je pouvais aussi assurer après les effets, le montage, toutes ces choses-là. Et donc j'ai mis une annonce sur le journal local d'un petit village dans la Cordillère des Andes où il y a une grosse université et c'était... eux, ils ont mis une annonce comme ça. Ah, le réalisateur vénézuélien qui vit en France. Alors, il y a plein de gens qui sont venus. Donc on a fait un casting là-dessus. Et voilà, il y a eu un choix des personnes qui étaient là, quoi. Il y avait des gens qui étaient étudiants, les plus jeunes effectivement, mais il y avait des gens qui étaient déjà professionnels. Il y avait un clown. C'était des gens qui travaillaient beaucoup dans la rue aussi. Des théâtres de rue, des choses comme ça. Il y a eu des scènes très très fortes de viol. Je donnais l'avoir coupé, mais mais à un moment c'était parce que je ne voulais plus, je ne supportais plus. On avait ce qu'il fallait et puis on était écœurés, quoi. Et oui, c'était touché par ça parce qu'on vit ça. On est dans cet abus-là et on est dans le déni. Et ça s'est voyé dans le jeu. Ça s'est voyé dans ce qu'on disait autour de ce qui s'est passé, quoi. Il s'était aussi touché par le réel merveilleux qui est dans le film, en quelque sorte, par cette partie des fantaisies qui est inhérente à notre culture, en fait. C'est quelque chose qui fait partie du quotidien, même si ça paraît un peu fou, un peu magique. La synchronicité qu'on appelle ici, on l'a tellement souvent, parce qu'on est dans une sorte de spontanéité qui la permet. Et donc il y a beaucoup de poésie dans ce qu'on s'est dit. Des fois... ça passe moins bien dans les sous-titrages, dans la traduction en français, mais la discussion entre l'aveugle et la jeune fille au début, le perroquet, qu'est-ce qui fait le perroquet, les cartes qui tirent le perroquet sont vraiment en rapport avec les personnes. C'est-à-dire, ma carte, il n'y a rien écrit parce que je suis aveugle. Bon, je pas... Voilà, il y a des choses qui sont dans le quotidien. Pero la magia está en el papelito que saca el oro exclusivamente para usted. Además, su mimitico papá me los compra cuando puede. Y bien malos que le salen, ¿no? Yo, porque la otra vez que le compré uno le salió con un hueco en el medio. ¿Qué vaina es? Vaina de la vida, mija. A mí siempre me salen negros. Dans cette ville, à l'époque où j'y habitais, soit vous étiez étudiant ou professeur, enfin vous fassiez partie de l'université, soit vous fassiez partie des paysans. Et donc les uns appelaient les autres poètes. Parce qu'il y avait beaucoup de poètes effectivement dans la ville, et donc pour se dire, mon vieux, on se dit, poète. Ou alors bachi, ça veut dire celui qui a le baccalauréat, au prof. Et ça veut dire mon ami, monsieur, voilà. Et donc il y a beaucoup de poésie vraiment. C'est une ville qui vivait au moins à ce moment-là dans la poésie, où s'est passé des choses extraordinaires. Hein. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Juan Félix Sánchez, qui était un de nos mentors, des gens qu'on aimait beaucoup. Il vivait en haut de la cordillère. Et ce monsieur-là, il était analphabète, il gardait les moutons, comme mon grand-père d'ailleurs, était analphabète. Et il est prix national des Beaux-Arts. Parce qu'il a créé une chapelle là, en pierre sèche, sans mettre ça de ciment. Il a taillé toutes les images. Il a trouvé du marbre dans la montagne, une mine. Il n'a pas voulu dire où c'était. Il a fait l'hôtel avec ça. Il a mis des admonites qu'il a trouvés parce que c'était avant submergé. Donc il a trouvé des coquillages dans la cordillère des Andes et il a fait ça. Et un jour, deux garçons passaient, ils sont vus et ils sont descendus à Caracas et voilà, le mec est devenu prix national des Beaux-Arts. Un jour, dans la première page du journal, est apparu Superman. C'est un type déguisé en Superman qui traversait la ville à pied. Et donc c'était la première page du journal. Vous voyez, c'est... Ah il y avait comme ça des choses, beaucoup, quoi. Et ces personnages ressemblent à ça. Ce type avec ses perroquets existe. Le perroquet nous a été prêté par le monsieur qui devait jouer le rôle, mais qui n'a pas voulu jouer parce qu'il a été très, très intimidé. Donc le perroquet, il fait vraiment ça. La petite boîte avec les trucs, c'est vraiment la boîte du monsieur dans le marché qui devine votre futur. Le personnage existe.
En fait, elle est relative, c'est-à-dire que tout ça va ensemble. Quand on lit Vargas Llosa ou Garcia Marquez, on se rend compte qu'une chose ne va pas sans l'autre. Cette beauté va avec cette horreur, avec cette souffrance. Et il y a une espèce d'espoir qui dit, enfin c'est quelque chose que je dis dans mes contes, que c'est moi qui dis ça, c'est il faut que les choses impossibles arrivent de temps en temps. S'il n'y a pas que le possible. Et c'est vrai que de temps en temps, il arrive un truc et tu... il n'y avait pas moyen que ça passe. Et ça s'est fait quand même. Ça allait échouer et ça a fonctionné. Quelqu'un a su par hasard quelque chose qu'il ne devait pas savoir. Ou une lumière s'est éteinte quand elle devait s'éteindre, une porte s'est ouverte quand elle devait s'ouvrir. Et ça, voilà, je ne sais pas, ça nous arrive, quoi. C'est difficile à dire ici parce qu'on dirait que c'est la superstition. Et c'est pas du tout ça. C'est un peu quelque chose qu'on a perdu de nos jours. On peut faire aussi confiance. Il faut aussi faire confiance à la vie, quoi. Il y a aussi des choses, il y a des chemins. Et sinon, il y a toujours la possibilité de les ouvrir en faisant. Et pas être seulement dans le pessimisme. Tout arrive. Et si on se met ensemble, comme dans le film, peut-être qu'il y a d'autres solutions que celle du film. Peut-être que je trouverai aujourd'hui quelque chose de plus fin pour résoudre cette situation. Mais c'est ce qui est venu là. Voilà. Il y avait une écriture. Il a commencé à pleuvoir. Quand on a commencé à faire les premiers plans qui sont faits sur une place où il y a les musiciens de l'orchestre qui ont voulu bien venir, il y a un petit vieux qui vient me dire, un paysan, il me dit « Ah, vous allez faire un film? Ah, c'est bien. Mais vous ne devriez pas parce qu'il va pleuvoir. » Il y avait un soleil, mais énorme, il n'y avait pas un nuage. Il faisait chaud, on était... Mais arrêtez, monsieur. Paf! Vous avez vu la pluie dans le film? Il n'a pas arrêté de pleuvoir pendant 2 semaines. L'eau rentrait dans les maisons. Il y a un des comédiens qui joue à la fin, le grand-père. C'est mon grand-père, c'est mon vrai grand-père. Parce que le comédien n'est pas venu. Parce que c'est un monsieur âgé, il n'a pas sorti, parce que c'était la rivière dehors. On a changé les extérieurs par des intérieurs. C'est pour ça qu'on a trouvé des espèces de porches, des devants des maisons avec des toitures où l'eau tombe, mais eux, ils sont à l'abri. Et puis après, j'ai dû inventer la pluie là où il n'y avait pas de la pluie, parce que sinon, c'était pas raccord. Mais c'est parce que ça flottait, quoi. Ça n'a pas arrêté de flotter. C'était très difficile. Donc du coup, le rythme ne s'est pas fait à l'écriture. Il y avait un rythme d'écriture qui était un rythme plus littéraire. Après, il y avait vraiment déjà les flashbacks, il y avait cette idée des flashbacks, mais on ne savait pas comment on allait les amener. Et le rythme s'est fait au montage, en fait. Ça a fini par se faire au montage parce qu'il y a des choses qu'on enlève qui ne sont pas justes. Et en travaillant le montage, puis on arrive à trouver une justesse et le rythme s'est fait là, en fait. Et arriver à cette douceur. Mais par contre, il y avait cette idée de crescendo avec des scènes où on ne sait pas si les gens vont participer, on voit qu'est-ce qui pourrait les empêcher de participer, d'intervenir en tout cas. Et à la fin, voilà, cette grosse réaction. Et il y a une espèce d'épilogue où tout s'adoucit un peu et on voit qu'il y a aussi d'autres choses, quoi. Il y avait aussi quelque chose qui était très, très central, c'est-à-dire qu'il y avait une idée, parce que voilà, dans l'écriture, il y avait cette idée, c'est comme seulement la folie peut battre la folie, comment dire, quand le monde devient fou et qu'il n'y a plus moyen de l'encadrer, mais seulement une folie créatrice peut lui faire face, en fait. Et créative, donc en tout cas. Donc, et la façon de faire face de ses pairs à la folie du monde qui l'a mis en dehors de la société en quelque sorte, c'est de lui donner un crayon, de lui apprendre des choses, de lui apprendre à écrire. Elle le dit au début, c'est mon arme, c'est tout m'a appris à me défendre avec un crayon et du papier. Et donc c'est cette façon d'amener de la poésie dans le monde qui leur permet d'affronter la folie d'un monde déglingué, quoi, un peu. Voilà. Tout a été fait pendant le tournage, quasiment. Pendant et après. Il y a un seul musicien qui est celui qui fait la musique de la fin du générique et la musique qu'on entend à un moment, une des musiques qu'on entend sur la radio quand le monsieur se douche. Cette musique a été faite par un monsieur qui est musicien dans la ville,
qui est le petit groupe de la ville de Mérida. Et on lui a demandé, il nous a fait un petit truc. Et non, mais je suis content que voilà, il nous a fait une musique exprès pour ça. Il y a un gars qui est à Marseille, qui s'appelle Simon Bolsinger, qui est un peu de ma famille. C'est-à-dire, on s'est baptisé les enfants, on s'aime, on joue ensemble. C'est mon pianiste, je raconte des contes et il fait le piano. Et lui, il nous a aussi transmis des choses de son groupe. C'est le morceau Salsa, qui est dans la radio, qui vient des fois. Donc c'était des sources aussi amies comme ça qui pouvaient lancer des choses qui ressemblaient à ce qui se passe là-bas. Et puis il y a l'apport des musiciens eux-mêmes, des musiciens qui jouent dans le film de l'orchestre. Et cet orchestre donc avait joué un morceau qui a été composé par le chef, et donc qui s'appelle Mi Veronica, et donc qui représente bien l'ambiance de ces petits villages, la tradition de ces petits villages, quoi. Et donc ça a été choisi un peu par rapport à des choses qui sont vraiment autochtones, quoi, qui viennent de là-bas. Mais dans le son, il y a d'autres choses qui jouent aussi, comme la course des chevaux. Tu sais, comme les cheveux ici, quand on est au PMU, on fait des paris. Les gens sont fans, c'est le loto là-bas. Et donc, tu as les gars qui jouent. Et les noms des chevaux, pour quelqu'un qui parle espagnol, ça parle. Je ne me souviens plus quels étaient les noms, mais il y avait une part de poésie là-bas qui parlait aussi de la situation dans laquelle Rosa se trouve, quoi. Il y a toutes ces chansons qui sont plutôt le côté musical positif du film. Et cette musique du bus qui est le côté agressif, négatif. Cette musique, j'aime pas. Mais je ne pouvais pas ne pas la mettre parce qu'elle est à la base de ce qui arrive. J'utilise cette musique parce qu'elle est un outil de construction, effectivement. Mais moi, je ne l'entendrai pas pour mon plaisir. Et les paroles de la musique sont d'une vexation envers la condition féminine. Pas possible, quoi. Elle aime qu'on la prenne, qu'on la batte. Enfin, c'est vraiment du viol en musique. Et c'est ce que vous entendez quand vous montez dans un bus au Venezuela, et boum, et boum, et boum, très fort, et qu'il y a des chansons où il y a un appétit sexuel dévorant et les femmes sont juste là pour être prises, essuyées, etc. C'est là que ça commence en fait. Cette histoire, elle commence là. C'est-à-dire aujourd'hui, je vois des jeunes gens, on en parlait à l'instant, des jeunes gens qui en a nourri des belles choses, et je les vois arriver dans une musique qui porte un message très, très, avec des valeurs très, très basses, avec beaucoup de violence. Mais c'est pas que la violence, c'est le viol. C'est le viol. Et donc ça devient leur valeur, et ils s'imprègnent de ça parce qu'il faut être dans l'air du temps. Et c'est banalisé, mais en plus, si tu es une fille, j'en parle parce que j'ai une fille, ça devient aussi... je ne dis pas que tu assumes ça, mais tu as deux choix. Soit tu deviens ce que dit la musique, c'est-à-dire tu acceptes cette condition, soit tu te bats et tu deviens sombre parce que tu te bats contre cet univers-là. Oh, voilà, je ne sais pas les autres choix parce que je ne suis pas à la place, et c'est des questions que je me pose aujourd'hui. Mais ça commence là. Ça commence, on devient ce qu'on consomme. Et c'est ce qu'on consomme. Et on est obligé, pour vivre au Venezuela et aller au lycée, ou à la fac, ou au boulot, de monter dans un bus de ces genres que vous avez vu, qui était un vrai bus des transports comme ça. Et écoutez ça. Et boum, et à 7 h du matin. Quand vous montez dans le bus, vous avez la bouche fermée, vous ne pouvez rien dire, et on vous met la musique, et vous la fermez, et vous l'écoutez, et puis vous sortez avec ça, et vous êtes sali, quoi. Et t'as l'âge que t'as, peu importe. Et t'écoutes, personne ne va te boucher les oreilles, t'es là, et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les garçons, les filles, ça conditionne tout le monde, ça conditionne les regards des hommes, ça conditionne les regards des femmes entre elles, et qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas, même si le regard est différent là-bas qu'ici. Ici, le regard est devenu tabou.
Là-bas, le regard, c'est quelque chose. Il y a le regard d'un homme sur une femme, ou d'une femme sur un homme aussi. Et avec les petits piropos, comme ça se dit ici, les compliments qui passent, des choses comme ça, c'est plutôt vu comme quelque chose de valorisant. Parce que c'est un pays où on ne vit pas tout habillé. On a chaud. Et donc, il y a beaucoup d'exubérance et puis on montre un peu qu'on est beau, qu'on est belle et on se dit les choses par contre. La différence, c'est qu'on dit et qu'on ne vole pas en cachette, on regarde et puis on fait semblant et on fait tout dans le mental. Non, il y a des choses qui se passent, qui se disent et puis il y a des réponses qui reviennent et puis il y a un grand rire dans la rue des fois. Et des fois, il y a de l'abus aussi. Il y a des choses horribles qui se disent, il y a des réponses fortes, il y a un peu un rapport, mais il y a de la communication. Le son de la télé aussi avait un rapport avec l'histoire. Un des personnages découvre ça à la télé. Elle voit la télé et c'est les feuilletons télé. Ou soit c'est les feuilletons américains, soit c'est les telenovelas. Et donc il y a beaucoup... Ce qu'on vit dans cette histoire-là est aussi conditionné par ce qu'on regarde. Et j'ai de la famille là-bas. Parfois, tu les vois agir dans leur quotidien par rapport à ce qu'ils ont vu à midi dans le feuilleton, en télé, et se battre donc du coup avec d'autres personnes parce qu'ils sont révoltés par rapport à ce qui s'est passé. Et donc se mettre à l'unisson, voilà. Ouais. Et c'est pas bon, ça. On peut manipuler très facilement les gens comme ça, en fait. Beaucoup de gens très rapidement. Quand la fille qui regarde est dérangée, elle monte le volume, elle essaie de changer de chaîne, mais tout ce que l'on lui envoie, c'est toujours violent. C'est un couple qui se dispute, un gars qui tue. Donc tout est... Elle cherche à s'échapper. La pré-prod était superbe, était sympa à faire, à trouver un pistolet, c'était compliqué dans ces pays-là parce que il n'y a pas dans les magasins de jouets, il n'y a même pas de pistolets à jouer parce que les voleurs les achètent pour braquer. Donc on a interdit. Donc on ne trouvait pas de pistolets, le gouvernement ne voulait pas aider là-dedans. Mais je suis allé chercher un uniforme de police, personne ne voulait me donner non plus. Je suis allé à l'endroit où on les faisait et on m'a vendu un uniforme de police sans rien me demander. Et les choses se font quoi. Et ne se font pas forcément comme on voulait qu'elles se fassent. Il a plu, il a fallu changer les choses, c'est pas ce qu'on voulait. Mais le tout c'est de partir d'un cadre et pour disposer à le casser. C'est-à-dire, tu pars d'un cadre, c'est ça, c'est ton repère, c'est ça tes limites. Et après, ben voilà, s'il faut le casser un peu et puis le modifier, tu le fais, mais tu pars d'un cadre, c'est ça le scénar. Il faut partir avec un projet solide, ben voilà, après, flexible quand même. Et il y a un tableau derrière elle, mais il n'est pas complet. C'est un peintre qui l'a fait, il est dans le générique, je ne me souviens pas de son nom. C'est la déco qui nous a amené ce tableau-là, la fille qui faisait la déco. Il y a dans ce tableau un personnage qui s'appelle José Gregorio Hernández. C'est un saint local qui vient d'être canonisé, je ne sais pas quoi. C'était un médecin. Et apparemment, quand on prie, il vient et dans tes rêves, il te soigne. Sauf que dans le film, il est mal cadré exprès. On lui a coupé la tête. C'est-à-dire qu'il y a le tableau que les Vénézuéliens reconnaissent, mais le personnage n'a pas sa tête. Mais c'est le cadre qui fait ça. Alors, on peut penser que c'est une erreur, mais c'est vraiment exprès. On lui a coupé la tête parce que dans ces cas-là, il n'est pas là. Ce n'est pas lui qui va résoudre le problème. Mais voilà, il y a cette œuvre picturale qui est là. Il y a eu un peu de travail qui a été fait, mais on n'avait pas grand-chose. Donc on a utilisé des maisons qui existaient, des endroits qui existaient. Il y a un côté symbolique, oui, parce que c'était pensé comme un petit chaperon rouge. C'est le petit chaperon rouge et le loup. Et est-ce que les gens qui peuvent intervenir, est-ce que les forgerons de l'histoire vont intervenir ou pas? Parce que dans cette histoire, aujourd'hui, les chasseurs, les forgerons, pas les forgerons, les boucherons, comment c'est? Les boucherons, voilà, qui sont dans le film, quoi, qui viennent souvent sauver la petite fille qui tue le loup, etc., quand c'est cette version-là. Est-ce qu'ils vont venir? Parce qu'ils ont tous peur du loup. Le loup les a tous mordus dans mon histoire. Et donc c'est un petit chaperon rouge où le sauveur a peur.
Est-ce que les sauveurs vont faire quelque chose ou pas? C'est la question qu'on se pose. Il y a d'autres petits cours qui sont, voilà, hein, il y en a trop qui sont en cours, mais il y a un long métrage d'animation. Il y a un long métrage d'animation qui parle encore une fois de la maltraitance infantile avec une jeune fille, mais qui parle d'une mythologie. Et il y a un côté réel merveilleux aussi avec cette histoire de la mythologie qui vient faire partie un peu du réel du personnage. C'est pas vraiment un court métrage, mais une suite des petits films, des petits documentaires autour du conte, parce que c'est mon autre métier, donc il y a des conteurs, certains sont décédés aujourd'hui. Et donc c'est l'histoire de parler, de cet art de la parole aussi, et de quelle est sa puissance, quelle est sa présence aussi, malgré le fait qu'on ne le sache pas, et elle est un peu partout, dans tous les pays. Et oui, alors l'asso avec laquelle a été tourné le film et qui a fourni donc le montage, c'est une association que moi j'avais fondée et qui est devenue une association de solidarité internationale avec le Venezuela, avec laquelle on a créé une pépinière des plantes médicinales, par exemple, dans ces pays, à un moment où il n'y avait pas de médicaments dans les pharmacies. Donc pour que les gens apprennent à récultiver, à chercher les plantes qui étaient là toute l'année pour eux, parce que c'est le tropique, et aussi un projet pour la production de lait de chèvre pour la petite enfance, si vous voulez. Et donc cette association a créé une radio qui s'appelle Quartier des Ondes, dont je suis le fondateur. Et donc cette association qui a servi des productrices pour ce film et a créé des petits courts-métrages avec les gens des quartiers, mais c'était plutôt quelque chose de l'éducation aux médias, des choses comme ça. Elle est devenue une radio associative sur la DAB+, donc, qui est la radio des habitants. Donc les habitants viennent faire la radio dans plusieurs langues et parlent de leurs problèmes et interviewent et mettent leur musique, voilà, etc. Merci beaucoup à vous et bravo pour It Forest.